quand le milliardaire Jacques André surprit la fille de sa gouvernante en train d'enseigner à son fils une étrange langue secrète. Il pensa d'abord à une simple espièglerie, jusqu'à ce que la vérité ébranle tout ce en quoi il croyait. Dans une villa bâtie sur le silence, le pouvoir n'avait pas de voix, jusqu'à ce qu'un son le traverse. Un léger martèlement régulier rythmique, défiant résonnant dans les couloirs de marbre de l'empire d'un milliardaire. Pour Jacques André, le contrôle était tout. Mais on ne peut pas contrôler ce que l'on ne comprend pas. Derrière ce son se trouvaient son fils et une fillette qui n'aurait jamais dû compter. La fille d'une employée de maison, apprenant à l'héritier d'un empire une langue oubliée depuis longtemps et une vérité que son père avait enterrée. Car parfois, ce qui ressemble à de la rébellion n'est qu'un appel à l'aide. Et parfois, le plus petit des codes peut révéler le plus grand des secrets. Ce n'est pas seulement une histoire de richesse et de pouvoir. C'est l'histoire d'un son qui a brisé les deux et changé tout ce qui a suivi. Et avant que je n'oublie, dites-moi d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous. Bonne lecture. Un étrange martèlement rythmique résonnait dans la demeure silencieuse du milliardaire. Jacques André était un homme qui contrôlait tout. Mais il ne pouvait pas contrôler ce son. Ce n'était pas de la musique. Et il provenait de l'endroit même où il savait n'avoir aucun contrôle, l'aile réservée à son fils. Jacques desserra sa cravate de soie. Il revenait d'une négociation de 12 heures à Paris. L'accord allait lui rapporter 100 millions d'euros supplémentaires. Cela aurait dû le rendre heureux, mais la victoire lui semblait creuse. Le son faible mais régulier l'irritait. Un bruit obstiné, ordonné. Son fils de 17 ans. Mathieu était censé étudier. Jacques traversa le sol froid de marbre du grand hall d'entrée. La villa chef-d'œuvre de verre et de pierre, dominant les toits de la capitale, n'était pas un foyer, c'était une déclaration. Le personnel était déjà parti, sauf sa gouvernante Émilie Hayes. Elle devait sans doute être à la cuisine, préparant le lendemain. Le son se fit plus fort à mesure qu'il approchait de l'aile ouest. C'était un bruit précis, obstiné. Jacques sentit un nœud familier de colère se resserrer dans son estomac. Mathieu échouait, non pas dans une, mais dans 3 matières. Ses professeurs particuliers étaient déconcertés. Ils disaient qu'il était brillant, mais profondément détaché. Jacques avait tout offert à son fils, les meilleures écoles, une voiture valant plus qu'un appartement, un avenir assuré. Et en retour, Mathieu lui donnait le silence de mauvaises notes et un regard sombre, presque haineux. Jacques avait une réunion du conseil d'administration à Genève le lendemain. Il n'avait pas de temps à perdre avec cela. Il s'attendait à trouver Mathieu dans sa chambre, fixé sur son téléphone ou son ordinateur, mais le son ne venait pas de là. Il provenait du vieux bureau. Jacques Stella s'arrêta. Personne n'utilisait plus cette pièce. C'était une salle sombre, emplie des vieux livres de son père, Guillaume André. Il poussa la lourde porte de chêne sans frapper. La scène à l'intérieur le figea. Son fils n'était pas assis au bureau. Il était par terre, les longues jambes croisées, adossé à un vieux fauteuil en cuir. Devant lui, sur un petit tabouret, se tenait une fille d'environ 12 ans. Jacques la reconnut immédiatement. Sophie Hayes, la fille de la gouvernante. Une frêle silhouette aux cheveux blonds, tirée en une simple queue de cheval. Elle était censée être à la cuisine avec sa mère en train de faire ses devoirs. Ils ne parlaient pas. Ils se fixaient intensément. Sophie tenait une petite règle en bois poli. Avec un crayon, elle tapait un rythme rapide et complexe contre le pied du tabouret. Mathieu avait un bloc-notes sur les genoux. Il ne la regardait pas, il écoutait la tête penchée. Il griffonnait fébrilement sur le papier, termina puis tapa lentement son crayon sur la couverture du carnet. Sophie écouta, hocha la tête, puis reprit un rythme plus rapide,
plus sûr. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Jacques. Sa voix n'était pas forte, mais elle trancha le silence comme une lame. Mathieu sursauta, releva brusquement la tête. Le bloc-notes glissa de ses genoux et tomba au sol. En voyant son père, son visage se colora d'un rouge sombre et familier. Ce n'était pas de la honte, c'était de la rage. « Sors d'ici » siffla-t-il. Sophie ne bougea pas. Elle cessa simplement de taper. Elle tourna la tête vers Jacques. Ses yeux étaient clairs et calmes, sans peur. Le même regard qu'elle lui lançait quand elle le croisait dans le couloir, un regard simple poli qui le troublait. « J'ai posé une question » dit Jacques, d'une voix basse et dangereuse. Il entra dans la pièce. « Il est 6 heures. Tu échoues en trigonométrie. Tes examens du baccalauréat sont dans 3 mois, et tu es ici à jouer à des jeux avec la fille de la gouvernante. » Les mots visaient à blesser Mathieu, mais ils blessèrent aussi la fillette. Jacques s'en moquait. Il aperçut le bloc-notes au sol et fit un geste vers lui. « Ce n'est pas un jeu, » dit Mathieu en se relevant précipitamment. Il était grand comme son père, mais se tenait voûté, toujours comme écrasé par le poids de sa propre vie. « Alors qu'est-ce que c'est ?» lança Jacques. « Une nouvelle manière de perdre ton temps. Tu maîtrises déjà toutes les anciennes. »« Cela ne te regarde pas, » cria Mathieu. « Quand tes notes sont si mauvaises que le lycée Saint-Louis de Gonzague m'appelle personnellement tout ce que tu fais. »« Me regarde, » répondit Jacques en s'approchant. « Tu es un André. Tu ne me feras pas honte. »« Ce n'est pas honteux, » protesta Mathieu en désignant la fillette toujours assise tranquillement sur le tabouret. « C'est du code Morse. » Jacques le fixa stupéfait. Du code Morse. Comme dans les vieux films de guerre. « C'est ça que vous faites ?» demanda Jacques. « C'est une langue, papa. »« Pas seulement des sons, » répondit Mathieu. « Une langue morte, » trancha Jacques. « Inutile. » Il jeta un regard au-delà de son fils vers la fillette. Elle l'observait les mains croisées sur ses genoux. « Et toi, dit-il, à Sophie, tu devrais être avec ta mère, pas en train de distraire mon fils. »« Je ne le distrais pas, monsieur, » dit Sophie. Sa voix était douce, mais claire. Elle ne tremblait pas. « Je lui apprends. » Jacques faillit rire. L'absurdité de la scène le dépassait. Lui apprendre. Une fillette de 12 ans, qui enseigne à mon fils. Et que pourrais-tu bien lui enseigner que ses professeurs particuliers, à 400 € de l'heure, ne puissent pas. Elle m'apprend quelque chose qui compte, hurla Mathieu en se plaçant entre son père et la jeune fille, ce que toi tu n'as jamais fait. Tu te contentes de m'envoyer de l'argent et d'attendre que je devienne toi. J'attends que tu réussisses, répliqua Jacques, pas que tu deviennes un raté qui joue à des jeux secrets dans l'obscurité. Ils se tenaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Le père forteresse de pouvoir et de costume taillés sur mesure. Le fils, silhouette effondrée sous des vêtements coûteux consumés par la colère. « Je te hais » murmura Mathieu. Les mots étaient bas, mais ils frappèrent Jacques plus fort qu'un cri. Mathieu le bouscula violemment. À l'épaule, sortit de la pièce en courant. Jacques entendit les pas lourds dans le couloir, puis la porte de la chambre claqua. Le silence retomba dans le bureau, seulement troublé par le bourdonnement discret de la climatisation. Jacques se retrouva seul avec la fille de sa gouvernante. Il tremblait non seulement de colère, mais à cause du mot « haine ». Il la regarda. Elle n'avait pas bougé. Elle était le centre calme de la tempête. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» demanda-t-il d'une voix basse. Un soupçon soudain aigu le traversa. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Sa mère, Émilie, était-elle mêlée à cela? Une manigance? Pour de l'argent? Je n'ai rien fait, monsieur. André, dit Sophie. Elle se leva du tabouret. Elle était petite pour son âge. Il a changé, dit Jacques, comme à lui-même. Il est pire que jamais.
Il échoue, il défie toute autorité. Et maintenant, il apprend ces bêtises avec toi. Ce ne sont pas des bêtises, répondit-elle calmement. Et qu'est-ce que c'est? Alors, Jacques se pencha et ramassa le bloc-notes tombé à terre. Il regarda la page. Elle était couverte de colonnes bien tracées, d'un côté, les lettres de l'alphabet, de l'autre, des séries de points et de traits. Plus bas, Mathieu avait recopié des mots et leurs équivalents codés. Jacques lut la dernière ligne. « N'oublie pas », lut-il à voix haute, la voix aiguë de soupçon. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous préparez ?»« Nous ne préparons rien, monsieur, » répondit Sophie posément. « Alors pourquoi ça? Pourquoi ce code? » La fillette regarda le crayon et la règle dans ses mains, puis leva les yeux vers Jacques. « Mon arrière-grand-père était soldat, dit-elle doucement. Un vétéran de guerre légendaire. Il disait que ce code lui avait sauvé la vie. Il disait que la plupart des gens regardent sans voir. La plupart écoutent sans entendre. » Elle fixa Jacques droit dans les yeux. Il disait « Il faut apprendre à écouter ce qui se cache sous le bruit. » Jacques ressentit un frisson étrange. Ces paroles faisaient écho à celles que son propre père Guillaume André répétait autrefois. Mais c'était une enfant, la fille de sa gouvernante. Il était un industriel qui commandait des conseils d'administration. Il ne se laisserait pas sermonner par une fillette de 12 ans. « Tu as fini d'enseigner à mon fils, » dit-il froidement. Les mots étaient sans appel. « Tu vas aller à la cuisine et dire à ta mère que si jamais je te trouve seul avec Mathieu, encore une fois, elle sera renvoyée. » Est-ce clair? L'expression calme de Sophie se brisa enfin. Une lueur de peur passa dans ses yeux, non pour elle, mais pour sa mère. Elle hocha la tête. « Oui, monsieur, va. » Elle quitta la pièce rapidement, laissant Jacques seul dans le vieux bureau plongé dans l'ombre. Il resta longtemps debout, le bloc-notes toujours dans la main. Il observa les points et les traits. C'était une langue qu'il ne comprenait pas, un secret sous son propre toit. Il croyait que son fils était le problème. Il pensait que la fille était une distraction. Il se trompait. Ces petits coups frappés n'étaient que le début, et la vérité qu'ils allèrent révéler le laisserait sans voix. Jacques demeura dans le silence du bureau, le lourd carnet entre les doigts. La pièce sentait le cuir ancien et le papier. Il passa le pouce sur la page des points et des traits, une langue qu'il ignorait apprise ici même chez lui. Il était un homme qui comprenait les marchés, le risque et le rendement, l'effet de levier. Il savait lire un tableau financier et y voir l'avenir d'une entreprise. Mais là, sur cette page, il ne voyait qu'un fouillis de signes. « N'oublie pas », cela sonnait comme une menace ou un avertissement. Il leva les yeux autour de lui. Son père avait passé les dernières années de sa vie dans ce bureau. Jacques s'y entrait rarement. Guillaume André avait été un autre type d'homme. Il avait fondé l'entreprise. Oui, mais il avait servi dans l'armée, lisait des ouvrages de philosophie et d'histoire. Jacques avait toujours vu cela comme une faiblesse, un manque de concentration. Lui avait triplé la valeur de la société grâce à sa rigueur. Il n'avait pas de temps pour les vieux livres ni pour les langues mortes. Il faut écouter ce qui se cache sous le bruit. Les mots de la fillette étaient audacieux, pas ceux d'une enfant de domestique, ceux de quelqu'un qui croyait savoir ce que lui-même ignorait. La colère lui revint froide et acérée. Il avait été rejeté par son fils et sermonné par une gamine. Il arracha la feuille du carnet, la plia, la glissa dans la poche intérieure de sa veste, puis se dirigea vers la cuisine. La cuisine se trouvait de l'autre côté de la villa. C'était une vaste pièce d'acier inoxydable professionnelle et impeccablement propre. Emily Hayes se tenait près du grand îlot central, essuyant le plan de travail en marbre. C'était une femme d'une trentaine d'années, avec les mêmes cheveux blonds que sa fille, bien que les siens fussent tirés en un chignon serré. Simple, efficace, presque invisible.
Jacques l'employait depuis 3 ans. Il réalisa qu'il ne lui avait probablement jamais adressé plus de 10 mots d'affilée. « Émilie, dit-il. » Elle cessa d'essuyer. Elle se retourna vers lui, les mains jointes devant elle. « Monsieur André, avez-vous besoin de quelque chose, monsieur, votre fille Sophie? Elle était dans le bureau avec mon fils. » Le visage d'Émilie ne changea pas, mais Jacques vit ses mains se crisper. Réflexe maternel. « Monsieur, elle devait être ici avec moi. Elle a fini ses devoirs. Je l'ai laissée lire dans la bibliothèque. Elle est très calme. » « Elle ne lisait pas, » répondit Jacques en s'avançant. Il voulait voir si elle mentait. Elle était avec Mathieu. Ils jouaient à une sorte de jeu secret. Le front d'Émilie se plissa. « Un jeu, monsieur. Je ne pense pas que Sophie joue beaucoup. Ils utilisaient un code, du code Morse. Votre fille le lui apprenait. » À ces mots, l'expression d'Émilie changea. Ce n'était pas de la culpabilité, mais de la reconnaissance et une ombre d'effroi. « Ah !» murmura-t-elle, la voix plus basse. « Donc, vous saviez, dit Jacques, d'un ton accusateur. Je savais qu'elle le pratiquait, monsieur. C'était celui de son arrière-grand-père. » Elle s'interrompit, baissant les yeux vers le plan de travail. Son arrière-grand-père était un ancien soldat. Elle me l'a raconté. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec mon fils ?» s'impatienta Jacques. « Je ne sais pas, monsieur. » Émilie releva les yeux vers lui. Son regard était honnête. « Vraiment, je ne sais pas. Mathieu l'a trouvée un jour dans le jardin, elle tapotait sur un banc. Il lui a posé des questions. »« Et vous avez laissé faire, monsieur André, » dit Émilie, d'une voix très calme, bien que tremblante. « Votre fils, c'est un garçon seul. Ma fille est une enfant tranquille. J'ai cru qu'il parlait simplement. Je ne pensais pas que cela poserait problème. »« Un garçon seul, » répéta Jacques. Ces mots lui semblaient absurdes. Il a des professeurs particuliers, un chauffeur, tout ce qu'il veut. « Il n'a pas d'amis, monsieur, » répondit Émilie simplement. La phrase resta suspendue dans l'air. C'était un fait. Jacques le savait. Les garçons que Mathieu côtoyait étaient les fils d'autres hommes comme lui, des concurrents, pas des amis. « Ce n'est pas la question, » reprit Jacques en se ressaisissant. « La question, c'est que mon fils échoue à l'école, qu'il est insolent, et que je le trouve en train d'apprendre un code inutile avec votre fille. C'est une distraction, et cela cessera. » Émilie hocha la tête, le visage pâle. « Oui, monsieur. J'ai dit à Sophie que si je la trouvais encore seule avec lui, vous seriez renvoyé. Je vous le dis maintenant à vous. » Il observa comment elle encaissa la menace. Il vit le léger tremblement de ses mains. Elle était mère célibataire. Elle avait besoin de ce travail. Il le savait, et elle savait qu'il le savait. C'était du levier, un langage qu'il comprenait. « Je comprends, monsieur André. »« Cela ne se reproduira pas, dit-elle. »« Bien, répondit-il, puis se détourna. »« Monsieur » Il s'arrêta, se retourna. « Ce n'est pas inutile, » dit Émilie. Elle fixait le sol. « Ce code, il n'est pas inutile. Peut-être pour vous, pour l'avenir de votre fils, mais pas pour moi. Mon grand-père, l'arrière-grand-père de Sophie, a été prisonnier de guerre pendant 2 ans. Il était seul dans une cellule. L'homme dans la cellule voisine était un officier. Ils ne se sont jamais vus, mais ils utilisèrent le code. Ils tapèrent sur le mur. Juste des points et des traits. Jacques resta muet. « C'est comme ça qu'ils ont survécu, » continua Émilie, la voix chargée d'une douleur ancienne. « C'est comme ça qu'ils se disaient de tenir bon. C'est comme ça qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls. Pour ma famille, ce n'est pas un jeu. C'est une promesse, celle que même dans l'obscurité la plus profonde, il existe encore une manière de parler et quelqu'un qui entendra. » Jacques la regarda. Jamais elle n'avait autant parlé en 3 ans. Il avait voulu l'intimider. Il avait réussi,
mais elle venait aussi, dans son calme, de le couvrir de honte. Il quitta la cuisine sans un mot. Il passa devant le grand escalier et descendit le couloir vers son bureau. Une porte se referma derrière lui. Il se retourna. Sophie sortait d'un petit office, un chiffon à la main. Elle avait dû être là à écouter toute la conversation. Elle le regarda. Il s'attendait à voir des larmes ou de la colère. Il n'y vit que ce regard calme et troublant. Elle savait que le sort de sa mère dépendait de lui. Elle savait qu'il tenait la lame. Et pourtant, elle le fixait comme si elle essayait de résoudre une énigme. Puis elle rejoignit sa mère dans la cuisine. Jacques entra dans son bureau et ferma la porte. Il s'assit à son vaste bureau d'obsidienne polie. Son vol pour Genève était dans 8 heures. Une visioconférence avec le conseil devait commencer dans 20 minutes. Il ouvrit son ordinateur portable. Les prévisions trimestrielles, les analyses de marché. Mais dans son esprit, il voyait le visage de son fils déformé par la haine. « Je te hais ». Il voyait le carnet « N'oublie pas » et il entendait l'histoire de la gouvernante. C'est ainsi qu'il savait qu'il n'était pas seul. Jacques ressentit une émotion étrange désagréable, un pic glacé de doute. Il regarda la bibliothèque en face de lui. Elle était remplie de ses propres livres, stratégies d'entreprise, biographies de magnats économiques. Mais sur l'étagère du bas, couvert de poussière, reposaient les volumes reliés en cuir de son père, Histoire Poésie, et un mince livre bleu foncé. Manuel du corps des transmissions, 1943. Jacques le fixa. Il ne l'avait pas revu depuis 30 ans. Son propre père Guillaume André avait été opérateur radio pendant la guerre. Jacques l'avait oublié. Ou plutôt, il avait choisi de l'oublier. Délibérément. Il annula la visioconférence avec le conseil d'administration. Il appela son pilote pour retarder le vol vers Genève. Puis il s'approcha de la bibliothèque, tira le vieux manuel poussiéreux de l'étagère et retourna s'asseoir à son bureau. Il l'ouvrit. La première page présentait un tableau. A.B, .C, .point. Il sortit de sa poche la feuille pliée qu'il avait gardée. Il la déplia sur son bureau, à côté du clavier, et commença à traduire. Il regarda alternativement la feuille de son fils et le manuel du corps des transmissions 1943, le livre de son père. Jacques n'avait pas seulement oublié que son père avait été opérateur de signaux, il avait enfoui ce souvenir. Il ne convenait pas à son récit personnel. Jacques André le milliardaire était un self-made man. Il avait pris la modeste entreprise familiale et en avait fait un empire. Son père Guillaume appartenait au passé, un temps plus doux, plus faible. Jacques lissa la feuille du bloc-notes. En haut, Mathieu avait recopié l'alphabet, une écriture désordonnée mais volontaire. En dessous, figuraient des mots d'exercice. Jacques vit SOS 3.3-3. Puis Helped. Un frisson lui parcourut l'échine. Ce n'était pas un jeu, c'était un appel. Il baissa les yeux sur la dernière ligne, celle qu'il avait entendue plus tôt. Du bout du doigt, il suivit les signes et traduisit lettre après lettre. « N'oublie pas. » Oubliez quoi, pensa-t-il. Il repensa aux mots de Sophie. Mon arrière-grand-père était soldat, un vétéran légendaire. Il disait que ce code lui avait sauvé la vie. Puis, à ceux d'Émilie dans la cuisine, il a été prisonnier de guerre pendant 2 ans. C'est ainsi qu'il savait qu'il n'était pas seul. Jacques ressentit un malaise profond inconnu. Il était un homme d'action. Quand un problème se présentait, il le résolvait. Il tranchait, il rachetait, il signait. Mais ici, ce n'était pas un problème, c'était un brouillard, une émotion. Il observa le mot « help » écrit de la main de son fils et sentit une pointe de colère. Cette fille, Sophie Hayes, emplissait la tête de Mathieu avec ce pathos, cette histoire, cette faiblesse.
Elle était le problème. Le lien devait être rompu net. Il referma le manuel. Il ne montrerait pas à son fils qu'il avait traduit le code. Cela reviendrait à lui donner de la valeur. Il réglerait cela comme toujours par l'autorité. Dans sa chambre, Mathieu était allongé sur son lit, fixant le plafond. La pièce était un catalogue d'objets coûteux, un casque de réalité virtuelle encore dans sa boîte, un ordinateur de jeu haut de gamme, étant une collection de guitares qu'il n'avait jamais appris à qu'à jouer. Chacune d'elles était un monument à la tentative de son père d'acheter une personnalité pour lui. Il sentait la colère brûler dans sa poitrine, une flamme familière. Mais dessous se cachait un vide glacé. Dans le bureau avec Sophie, le silence était différent. Il n'était pas vide, il était plein. Plein de quelque chose de vrai, de relié à une histoire, à une personne. Son père était entré, avait tout brisé. Humilié Sophie, traité Mathieu d'échec. Mathieu se leva et alla vers la fenêtre. Sa chambre donnait sur les vastes jardins sombres de l'aile ouest. Au loin, il apercevait les lumières chaudes de la cuisine. Il savait que Sophie et sa mère s'y trouvaient. Il imagina le visage de Sophie, cette intelligence calme, tranquille. Elle avait eu peur, non pas de lui, mais de son père. À cause de lui. Il prit son téléphone. L'écran s'illumina, affichant une douzaine de messages non lus, de gens qu'il connaissait à peine. Il n'avait personne à qui parler. Il jeta le téléphone sur le lit. Il serra le poing. Il pensa au code. Il s'approcha de la fenêtre et posa son doigt sur la vitre froide. Il tapa un rythme lent désespéré, 3 coups courts, 3 longs, 3 courts. SOS. Un message silencieux envoyé dans la nuit. Il savait que personne ne pouvait l'entendre. Il savait que personne n'écoutait. Dans la cuisine, le silence était lourd. Sophie balayait le sol, ses petites mains crispées sur le manche du balai. Émilie frottait des gobelets en argent, ses gestes rapides nerveux. Le métal tinta contre le marbre. « Tu l'as entendu, dit Émilie sans se retourner. « Oui, maman. Tu n'approcheras plus Mathieu. Tu resteras ici, dans la cuisine ou dans notre logement de service derrière la villa. Nulle part ailleurs. Tu m'as bien comprise. » « Il te renverra, dit Sophie. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. »« Il le fera, répondit Émilie en s'arrêtant. Et nous n'avons nulle part où aller. Ce travail, c'est tout, Sophie. C'est ton école. C'est notre toit. »« Ce n'est pas juste, murmura Sophie. Mathieu voulait seulement apprendre. Il est triste. La justice ne compte pas pour les hommes comme Monsieur André, dit Émilie d'une voix amère. Ce qui compte, c'est le pouvoir. Il en a. Pas nous. Nous sommes les domestiques, Sophie. Il ne faut jamais l'oublier. Arrière-grand-père aussi n'était qu'un domestique. Non, demanda Sophie en s'appuyant sur le balai. Il n'était qu'un simple soldat, mais plus intelligent que les officiers. Il connaissait le code, et il a fini prisonnier. Il a survécu, oui, mais il est revenu brisé, coupa Émilie en se retournant le visage dur. Ce n'est pas un conte, Sophie, c'est notre vie. Tu obéiras à Monsieur André. Il n'était pas brisé, chuchota Sophie quand sa mère se détourna de nouveau vers l'argenterie. Il était juste silencieux. Jacques quitta son bureau décidé. Il avait un plan. Il reprendrait le contrôle. Il remonta le couloir jusqu'à la chambre de Mathieu. Il ne frappa pas. Il poussa la porte. Mathieu se tenait encore près de la fenêtre. Il se retourna le visage fermé, dur figé dans une hostilité glaciale. « Qu'est-ce que tu veux encore ?»« Nous allons arranger ça, dit Jacques, d'une voix tranchante, celle qu'il utilisait en salle de réunion. Décisive. Finale. Arranger quoi? Moi, ricana Mathieu, un rire sec amer. Voilà 17 ans que tu essaies de me réparer. Tes notes, ton attitude? Cette mélancolie, répondit Jacques en balayant l'air d'un geste las. J'annule mon voyage à Genève.
Mathieu releva brusquement la tête, stupéfait. « Quoi? Je reste ici. Nous allons te trouver une nouvelle école. Une meilleure. Une nouvelle école. Mais je suis en plein milieu de l'année. Celle-ci ne fonctionne clairement pas, dit Jacques en entrant dans la pièce. J'appellerai le conseil du lycée Saint-Louis. Nous trouverons un autre établissement, un internat, un programme de redressement, quelque chose pour forger ton caractère. Un internat disciplinaire, répéta Mathieu, la voix brisée par l'incrédulité. Tu veux m'envoyer là-bas parce que j'apprenais le code Morse? Parce que tu échoues, hurla Jacques, perdant enfin son sang-froid. Parce que tu me regardes avec mépris. Parce que tu passes ton temps avec le personnel au lieu de préparer ton avenir. Tu es un André. Tu vas commencer à te comporter comme tel. Et ça veut dire quoi? S'alança. Mathieu s'avançant d'un pas. Il faisait presque la même taille que son père à présent. Être un homme froid, vide, qui achète et vend tout. Un homme qui menace une mère seule pour rien. Jacques se figea. « Qu'est-ce que tu as dit? » « J'ai entendu, répondit Mathieu. La voix basse tremblante de colère contenue. Je voulais aller voir Sophie pour m'excuser. Pour toi, je t'ai entendu dans la cuisine. Tu as menacé de renvoyer Émilie. Le visage de Jacques se durcit. C'est une affaire privée, entre moi et mon employé. Non, c'est à cause de moi, insista Mathieu le bousculant à l'épaule. Tu intimides tout le monde, n'est-ce pas? Tu intimides ton conseil d'administration, ton personnel. Et moi. Et maintenant, tu t'en prends à une fillette de 12 ans. Cette fille, dit Jacques, en pointant un doigt, est une distraction. Je lui ai interdit de te revoir. Sa mère comprend très bien la situation. Tu ne lui as rien interdit, répondit Mathieu, la voix tremblante de rage. Tu l'as menacée. Tu as menacé leur maison. J'ai fait ce qu'il fallait. Tu es un lâche, murmura Mathieu. La gifle partit, avant même que Jacques en prenne conscience. Le son claqua net, brutal, dans la grande pièce glacée. Mathieu ne cria pas. Il ne recula pas. Il resta là, la main sur la joue. Une marque rouge montait déjà sur sa peau pâle. Il regarda son père. La colère dans ses yeux avait disparu. Ce qu'il y avait à la place était pire, une certitude froide. Morte. Tu ne comprendras jamais. Jamais. Sa voix était calme. Il passa devant Jacques et quitta la chambre. « Mathieu, où vas-tu » cria Jacques en se lançant à sa suite. Mathieu ne répondit pas. Il dévala le grand escalier 2 marches à la fois. Mathieu arrête. « Les grilles sont fermées » hurla Jacques en le poursuivant. Il atteignit la porte d'entrée monumentale. Elle était grande ouverte. Le vent nocturne s'y engouffrait. Dehors, dans la pénombre du jardin, il aperçut la silhouette de son fils, disparaissant sur le côté de la maison en direction du sentier de service, menant au jardin et au garage. Jacques s'arrêta sur le seuil haletant. Sa main le brûlait. Il venait de frapper son fils. Il ne l'avait pas fait depuis qu'il était enfant. Il regarda cette main, celle qui signait des contrats à plusieurs milliards, celle qui écrasait les concurrents. Il avait perdu. Chez lui, dans son propre royaume, il avait perdu tout contrôle. La nuit était froide. Le vent sifflait entre les arbres. Et puis, il entendit un autre son, faible rythmique. Ce n'était pas un crayon. C'était du métal contre du métal. Cela venait de la direction du garage. Un frisson glacé le traversa. Il se mit à courir traversant la pelouse, ses chaussures de cuir, s'enfonçant légèrement dans l'herbe parfaitement taillée. L'air froid lui mordait le visage. Sa main le picotait. L'écho de la gifle battait dans ses tempes. Il était un homme qui résolvait les problèmes toujours. Il en affrontait un, et il le résoudrait à sa manière, par la force.
Le bruit s'intensifia à mesure qu'il approchait du grand garage, séparé une structure moderne qui ressemblait davantage à une galerie d'art qu'à un abri pour voitures. Au-dessus se trouvait un modeste appartement de 2 pièces réservé au personnel principal, Émilie et sa fille. Le cliquetis se fit plus net, clac, clac, clac. Du métal sur du métal. Jacques contourna l'angle du bâtiment et le vit. Mathieu n'était pas dans le garage. Il se tenait sur le sentier de gravier, juste en dessous de l'appartement. Il avait ramassé une petite clé anglaise sur un chariot de jardinage. Il la tenait à la main et tapait le code sur le tuyau de descente en métal qui longeait le mur. Il communiquait avec la fillette en pleine défiance. Mathieu hurla Jacques. Sa voix résonna contre les murs de pierre. Mathieu cessa de taper. Il se retourna. Son visage blême sous la lumière venant de la maison était tendu. Il serrait la clé comme une arme. « Va-t'en, dit-il, d'une voix basse tremblante. « Pose ça. »« Tu rentres à la maison tout de suite, » ordonna Jacques en avançant. « Non, je ne vais pas te le répéter, Mathieu. Ça suffit maintenant. C'en est fini de ces enfantillages. C'en est fini de cette fille. » Une lumière s'alluma dans l'appartement au-dessus d'eux. Une fenêtre s'ouvrit. Mathieu appela une petite voix. C'était Sophie se penchant à la fenêtre, les cheveux blonds pris dans le halo. Elle paraissait minuscule et effrayée. « Sophie rentre et verrouille ta porte », cria Mathieu. « Sophie, appelle ta mère », commanda Jacques. La fillette disparut de la fenêtre. « Tu vois ce que tu as fait », lança Jacques, pointant un doigt accusateur vers son fils. « Tu as amené ce chaos dans ma maison. Tu as entraîné ces gens là-dedans. »« J'ai amené ça », éclata Mathieu d'un rire brisé sans joie. « C'est toi. Tu ne le supportais pas. Tu ne supportais pas que j'ai une seule chose dans ma vie qui ne vienne pas de toi. Une seule chose qui compte. Qui compte. Un jeu d'enfant. » « Ce n'est pas un jeu, » hurla Mathieu, la voix fêlée. « C'est pour ne pas être seul. Quelque chose que tu ne comprendras jamais. » Il répétait les mots de la gouvernante. Jacques sentit une flambée de rage pure. C'était une contamination. La fille et sa mère avaient infecté son fils avec leurs idées faibles et sentimentales. La porte latérale du garage s'ouvrit brusquement. Émilie Hayes accourut, resserrant autour d'elle un cardigan. Elle portait encore son pyjama, le visage marqué par le sommeil et la panique. « Monsieur André, je vous en prie, qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-elle, le regard passant, de Jacques à Mathieu. « Mathieu, qu'est-ce que tu fais avec cette clé ?»« Il me défie, » dit Jacques, sa voix devenant dangereusement froide. « Il est ici en pleine nuit en train de communiquer avec votre fille alors que je l'ai expressément interdit. »« Je ne savais pas, monsieur, » balbutia Émilie, les mains tordues d'angoisse. « Sophie. » Sophie descend immédiatement. Sophie apparut à la porte derrière sa mère, vêtue d'une simple chemise de nuit blanche. Elle paraissait minuscule, fragile, devant l'immensité sombre de la maison. « Voilà de quoi je parlais, Émilie, dit Jacques. Voilà la distraction. Voilà le poison. »« S'il vous plaît, monsieur, implora Émilie. Elle ne recommencera pas. Je ne la laisserai pas faire. Je vous en supplie, ne faites pas ça. »« Qu'est-ce qu'il fait ?» demanda Mathieu en voyant la peur sur le visage d'Émilie. « Qu'est-ce qu'il a fait ?»« Il a menacé de la renvoyer, » répondit Jacques, les yeux plantés dans ceux de son fils. « Et maintenant, il va le faire. C'est la conséquence de tes actes. » Émilie laissa échapper un sanglot. « Non, monsieur, je vous en supplie, je n'ai nulle part où aller. J'ai un enfant. Vous auriez dû y penser avant de laisser votre fille imperturber ma famille, » répondit Jacques froidement. « Elle n'a rien perturbé, » cria Mathieu. Il jeta la clé anglaise sur le gravier. Le bruit métallique résonna dans la nuit. C'est moi qui lui ai demandé. Je l'ai supplié de m'apprendre. Elle est plus intelligente que tous tes professeurs inutiles. Elle vaut mieux qu'eux.
Elle vaut mieux que toi. » Mathieu s'avança et se plaça près d'Émilie et de Sophie, leur faisant face comme un bouclier. Ce n'était plus un garçon. À cet instant, c'était un homme. « Elles sont plus une famille pour moi que tu ne l'as jamais été, » dit-il d'une voix calme qui fendit l'air glacial. C'était la trahison ultime. Jacques regarda son fils debout, protégeant la gouvernante et son enfant. Il vit ce trio improbable, une petite famille de fortune unie contre lui. Il avait perdu son fils, et cette pensée ne le rendit pas triste. Elle le rendit furieux. « Émilie, dit-il la voix plate, sans la moindre émotion. Vous êtes renvoyée. Vous et votre fille quitterez cette propriété avant 9 heures demain matin. Le service de sécurité vous raccompagnera. » « Monsieur André. »« Mon Dieu, non, je vous en supplie, » sanglota Émilie la main sur la bouche. Mathieu fit un pas en avant. « Papa, non, tu ne peux pas, c'est ma faute. Punis-moi, envoie-moi à ton foutu internat, j'irai tout de suite, mais ne leur fais pas ça. »« C'est déjà fait, » répondit Jacques froidement. Il regarda le visage désespéré de son fils. Pour la première fois, Mathieu suppliait. Il offrait sa reddition. Et cela, au lieu de l'adoucir, fit naître en Jacques un sentiment de puissance. Il avait enfin trouvé le levier. « Non, » répéta Jacques, « vous allez apprendre. Vous apprendrez tous les deux. Les actes ont des conséquences. » Il jeta un dernier regard au-delà de son fils, vers la femme en pleurs et la fillette immobile. Sophie Hayes ne pleurait pas. Elle se tenait droite, parfaitement immobile, le visage pâle, impassible. Ses yeux étaient en clair fixe. Ils n'exprimaient pas la peur, mais autre chose, de la pitié. Ce regard-là fut l'insulte finale. Sans un mot de plus, Jacques se tourna les talons et retourna vers la maison, le dos droit, les pas réguliers sur le gravier. Il laissa derrière lui les sanglots d'Émilie et son fils debout dans la nuit. Il entra dans son bureau et verrouilla la porte. Il s'assit à son bureau d'obsidienne. Il éprouvait une victoire vide, sinistre. Il avait gagné. Il avait brisé l'alliance. Il avait rétabli son autorité. Et il attendit le lever du soleil. À l'aube, il était toujours là devant son écran. Il n'avait pas dormi. Les rapports de bénéfices défilaient invisibles. Il ne voyait qu'un visage, celui de la fillette, avec ce regard de pitié. Il entendit le bruit d'un moteur, un vieux moteur grinçant. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Une vieille berline était garée près de l'entrée du personnel. C'était la voiture d'Émilie. Jacques aperçut Robert, son chef de sécurité, debout près du coffre ouvert. Émilie et Sophie portaient 2 valises usées. Elles ne parlaient pas. Le visage d'Émilie était gonflé, épuisé, ravagé par les larmes. Elle ouvrit la portière arrière et aida sa fille à monter. Jacques regarda son fils surgir en courant de la maison. Il portait encore les mêmes vêtements que la veille. « Attendez, attendez !» cria-t-il. Il courut jusqu'à Émilie et soufflait un objet à la main, une enveloppe. « Émilie, s'il vous plaît », dit-il en haletant. Il tenta de lui mettre l'enveloppe dans la main. « C'est tout ce que j'ai, 2000 €. C'est mon argent de poche, tout en liquide. Prenez-le, je vous en supplie. » Émilie secoua la tête et repoussa la main de Mathieu. « Je ne peux pas, Mathieu, je ne peux pas. C'est ma faute, tout est ma faute. Prends-le, trouve un appartement. » Non, dit une petite voix. Sophie sortit de la voiture. Elle s'avança vers lui, tenant dans ses mains un petit livre relié de toile usée par le temps. « C'est ta faute, dit-elle. » Mathieu tressaillit, comme si elle l'avait giflé. « Sophie, je suis tellement désolé. Ce n'est pas ta faute. C'est ton père, » répondit-elle calmement. « Mais c'est ta faute si tu n'as pas appris la langue. » Quoi, fit Mathieu déconcerté. « Tu as appris les lettres, mais pas la langue. Ce n'est pas juste pour demander de l'aide.
c'est pour dire la vérité. » Elle lui tendit le livre. C'était celui de mon arrière-grand-père, son journal du camp de prisonniers. « Sophie, je ne peux pas accepter ça, » murmura Mathieu. « Il le faut, » répondit-elle. Page 54. Mon arrière-grand-père n'était pas le seul de sa famille à connaître le code. Son capitaine aussi le connaissait. C'était un jeune homme d'une famille riche. Il n'était pas obligé d'être là, mais il y était capturé avec ses hommes. Depuis la fenêtre de son bureau, Jacques-André observait la scène le cœur serré, d'une angoisse glaciale. « Le capitaine est tombé malade », continua Sophie d'une voix claire dans l'air du matin. « Il a confié un secret à mon arrière-grand-père en code, un message pour sa femme. Mais il est à mort avant de rentrer chez lui. Mon arrière-grand-père a essayé de retrouver la femme après la guerre. Elle avait disparu. Il disait que ce message était un fardeau, une promesse qu'il n'avait pas pu tenir. » Elle poussa le livre dans les mains de Mathieu. « Quel message ?» demanda-t-il. « Il est à la page 54, » répondit Sophie. « Ce n'est pas si difficile à traduire, si tu n'es pas lâche. » Puis elle leva les yeux au-delà de Mathieu, au-delà du garde de sécurité, droit vers la fenêtre du bureau de Jacques. Elle savait qu'il était là. Elle l'avait toujours su. Et elle le regardait lui. « Adieu, Mathieu, » dit-elle doucement. Elle remonta dans la voiture. Émilie lui adressa un dernier regard triste avant de prendre le volant. Le moteur toussa, puis la vieille voiture s'éloigna lentement dans l'allée. Mathieu resta planté, là le livre dans les mains. Jacques observa jusqu'à ce que la voiture disparaisse. Puis il fixa son fils seul sur la vaste allée vide, envahie par une étrange peur. Un vétéran légendaire. Un jeune capitaine issu d'une famille aisée. Un message secret. Il faut écouter les choses cachées sous le bruit. Jacques se détourna de la fenêtre. Il alla jusqu'à son bureau, ouvrit un tiroir et sortit le vieux manuel du service des transmissions, édition 1943, ayant appartenu à son père. Il déverrouilla la porte et sortit chercher son fils. Ses pas résonnaient sur le gravier. Mathieu ne se retourna que lorsqu'il sentit sa présence à quelques mètres. « Tu viens vérifier que je ne pars pas avec elle ?» lança-t-il la voix rauque. « T'inquiète pas, elle ne voudrait pas de moi. » « Mathieu, » dit Jacques hésitant. Il s'arrêta. Il ne savait pas quoi dire. Les mots « je suis désolé » restaient coincés dans sa gorge, une langue qu'il n'avait jamais apprise. Alors, il tendit le livre bleu marine. Le manuel du Armée française, 1943. Mathieu fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» « C'était celui de ton grand-père, » répondit Jacques doucement. « Guillaume André. Il était opérateur radio pendant la guerre. » Le regard de Mathieu passa du manuel au petit journal de toile dans ses mains, puis à son père, mêlant confusion et méfiance lasse. « Pourquoi tu me montres ça, page 54 ?» dit Jacques. Ce n'était pas une question. C'était une invitation, un but commun. La fille, Sophie dit Mathieu. Elle a parlé d'un capitaine, d'un riche capitaine. Peu à peu, la compréhension se dessina sur son visage. « Tu crois que… » « Je ne sais pas ce que je crois, » répondit Jacques. Et c'était la phrase la plus honnête qu'il ait dite depuis des années. « Mais je veux savoir. On va au bureau. » Il ne l'attendit pas. Il se remit en marche vers la maison. Après un instant, il entendit les pas de son fils derrière lui. Le vieux bureau était resté inchangé, sombre, silencieux et parfumé, au cuir vieilli. Jacques alluma la lampe verte du bureau de son père. Le reste de la pièce resta dans l'ombre. Il posa le manuel sur la table. Mathieu plaça à côté le petit journal de toile. Ses mains tremblaient légèrement. Il l'ouvrit. Les pages fines craquèrent. L'écriture minuscule régulière, d'une précision militaire.
Il tourna les feuillets, dépassant des croquis de cellules, jusqu'à la page 54. En marge sur la droite courait une colonne étroite de points et de traits. « C'est là, » murmura Mathieu. Il montra le haut de la page. « Capitaine W.A. Et plus mal aujourd'hui. » Jacques sentit son sang se glacer. Sur la reliure du manuel en lettres d'or effacées, on lisait Guillaume André. Mon grand-père souffla Mathieu. « Lisons le code, » dit Jacques. Ils se penchèrent sur la table, leurs têtes presque côte à côte. La lampe jetait un halo vert sur les deux livres. Pendant la demi-heure suivante, la pièce fut emplie du murmure de leurs voix. Mathieu, concentré, suivait les marques fanées du doigt. Jacques, méthodique, tournait les pages du manuel. Le processus était lent hésitant. « C'est un point ou deux, demandait Jacques. Un trait. »« Je crois que ça fait un N, répondait Mathieu. Au début, les lettres n'étaient qu'un amas confus. Ils les écrivirent sur une nouvelle feuille. « C'est du charabia, » dit Mathieu en se laissant retomber sur le dossier de la chaise. « Ça ne veut rien dire. Elle s'est moquée de nous. »« Non, » répondit Jacques, les yeux rivés sur les lettres. Son esprit, si précis d'ordinaire, tournait à plein régime. « Nous ne faisons pas que décoder, nous traduisons les mots d'un homme mourant. » Il montra une ligne de signes tracée sur le papier. « Regarde, dit-il. Il était malade ou dans le noir. Il écrivait ce qu'il entendait. Protège-le. » Les yeux de Mathieu s'écarquillèrent. « Tu as raison. » Et celle-ci, à partir du nom. Un froid profond tomba dans le ventre de Jacques. Protéger qui, lui? Toi. Grand-père, dit Mathieu. C'était le capitaine. Sophie a dit que le message était pour sa femme. Ta mère. Protège-moi, murmura Jacques. Protège-moi du nom des André. Il relut la première ligne. Il tapait, dit-il à voix basse, réfléchissant tout haut. Il a oublié une lettre, il les a mélangées. Il a entendu le mot, mais l'a écrit de travers. Il fixa le gribouillis, l'esprit recomposant les morceaux. Fardeau, souffla-t-il. Il voulait dire fardeau. Puis il regarda l'ensemble suivant. Et celui-ci, regret. Jacques écrivit les mots sur le bloc, la main tremblante pour la première fois de sa vie. Fardeau, regret, protège-le du nom. Il s'effondra dans le vieux fauteuil de cuir de son père. Le siège gémit sous son poids. Il avait 17 ans de nouveau. Il revit son père Guillaume André, un homme calme mélancolique, assis dans ce même bureau, à fixer le mur. Jacques avait détesté cette tristesse. Il l'avait prise pour de la faiblesse. Il s'était juré d'être plus fort, de faire du nom André quelque chose d'inébranlable. Et ce faisant, il était devenu exactement ce que son père avait craint de devenir. Il était devenu le fardeau. Le nom. Il avait menacé une mère seule. Il avait frappé son propre fils. Il avait chassé la seule personne qui avait jamais relié Mathieu au monde. Tout ça pour protéger une idée, un nom. Il essayait de me sauver, murmura Jacques. Mon père, il était prisonnier. Et il essayait de me sauver de ça, de ce que je deviendrais. Il leva les yeux vers son fils. Mathieu ne le regardait pas. Il fixait le mur la photo encadrée de Guillaume André, jeune souriant dans son uniforme. Ce n'était pas un capitaine, dit doucement Mathieu. Je l'ai cherché un jour. Ton père, c'était un simple soldat, comme l'arrière-grand-père de Sophie. Jacques leva la tête déconcerté. Quoi? Mais Sophie a dit, un riche capitaine. Elle a menti, répondit Mathieu. Ou alors elle a inventé une histoire pour que tu écoutes. Alors qui était le capitaine? Je ne sais pas, dit Mathieu. Peut-être qu'il n'y en avait pas. Peut-être que c'était juste deux hommes, deux simples soldats dans le noir, tapant sur un mur. L'un était ton père, l'autre son arrière-grand-père. La vérité s'abattit lourde simple. Il n'y avait pas de riche capitaine.
Il n'y avait qu'un homme, Jean Hayes, qui avait gardé une promesse pendant plus de 60 ans. Il avait porté le secret de son ami Guillaume André, un secret transmis un fardeau, jusqu'à ce qu'une fillette de 12 ans le délivre enfin. Non pas à l'épouse, mais au fils. Et le petit-fils, Jacques André, le milliardaire, le titan, l'homme qui contrôlait tout, posa la tête dans ses mains. Il ne fit aucun bruit, mais ses épaules tremblaient. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il était totalement absolument sans voix. Mathieu resta là dans le bureau, observant son père. Il ne l'avait jamais vu pleurer, jamais vu autrement que sûr de lui, imposant puissant. Et maintenant, l'homme qui dominait la moitié de l'horizon parisien paraissait brisé. Ce n'était plus qu'un homme assis dans le fauteuil de son père, mort le visage enfoui dans les mains. Mathieu ne bougea pas, il ne parla pas. Il sentit la colère, cette pierre brûlante, logée dans sa poitrine depuis des années, commencer à se dissoudre. À la place, quelque chose d'autre naquit, une compréhension silencieuse. Après un long moment, Jacques releva la tête. Ses yeux étaient rouges. Il semblait plus vieux. Il regarda son fils. « Je dois les retrouver », dit-il d'une voix rauque. « Et leur dire quoi ?» demanda Mathieu sans ironie. C'était une vraie question. « Je ne sais pas », répondit Jacques. Il se leva lentement du bureau, vacillant un peu. « Mais je dois commencer. » Il attrapa le téléphone, mais n'appela ni son pilote ni ses avocats. Il appela Robert, son chef de sécurité. « Robert, c'est Jacques. Il faut que tu retrouves Emily Hayes. Elle conduit une vieille berline. Oui. Je veux que tu la trouves maintenant. Utilise tout ce qu'il faut, caméra de circulation, péage. Ne la laisse pas monter dans un bus, ni s'enregistrer dans un hôtel. Trouve-la. Et... » Robert Jacques marqua une pause, regardant son fils. « Quand tu la trouveras, sois poli. Respectueux. Dis-lui que je viens la voir. C'est tout. Appelle-moi dès que tu auras un contact visuel. » Il raccrocha, prit les clés de la voiture sur le bureau. « Allons-y, dit-il à Mathieu. « Où ça? On ne sait même pas où elles sont. »« On roulera, répondit Jacques. On sera prêt quand il appellera. Je ne vais pas rester ici. » Ils montèrent dans la Bentley noire, la même que Jacques utilisait pour ses réunions les plus importantes. Mais cette fois, c'était lui qui prit le volant. Le chauffeur n'était pas là. Mathieu s'assit à côté de lui. C'était la première fois depuis des années qu'ils étaient d'un seul dans une voiture, juste père et fils. Jacques s'engagea dans l'allée principale, puis sur la route. Ses mains restaient crispées sur le volant. Le silence régnait lourd, mais il n'était plus plein de colère. C'était un silence neuf, incertain. « Ce n'est qu'une enfant », dit doucement Mathieu, les yeux perdus à travers la vitre. 12 ans. Elle savait tout ça, dit Jacques d'une voix basse. Elle savait pour ton grand-père. Ce n'est pas qu'une enfant, Mathieu. C'est l'arrière-petite-fille d'un homme qui a tenu une promesse pendant 60 ans. Elle est extraordinaire. Il serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. Et moi, je l'ai traité comme un problème, une distraction. Il jeta un regard à sa main droite, celle qui avait frappé son fils. Ce que j'ai fait à sa mère et à toi. Il s'interrompit. Les mots pardon ne sortaient pas encore, mais ils viendraient. Pourquoi tu le détestais? Demanda Mathieu. Qui donc, grand-père? Jacques resta silencieux un long moment. Je ne le détestais pas, répondit-il enfin. J'avais honte. Il était si silencieux. Après la guerre, il ne parlait presque plus. Il passait des heures dans ce bureau. Je croyais qu'il était faible. Je croyais que le nom André qu'il m'avait légué était faible. J'ai passé ma vie à vouloir être son contraire, fort bruyant, en contrôle. Il a passé 2 ans dans un camp de prisonniers, dit Mathieu. Il n'était pas faible, papa. Il en avait juste fini de se battre.
Il essayait de me dire de ne jamais commencer, murmura Jacques, et je ne l'ai pas écouté. Le téléphone de la voiture sonna. Jacques appuya sur le haut-parleur. Robert parle. Monsieur, nous les avons retrouvés. La voiture est tombée en panne à une vingtaine de kilomètres, juste avant la sortie de la ville. Elles sont dans un petit restaurant de bord de route, le dîner du Coq Rouge sur la Nationale 12. Elles vont bien, demanda Jacques vivement. Fatigué, monsieur, mais indemne. J'arrive, dit Jacques. Il appuya sur l'accélérateur. La Bentley bondit en avant. Le dîner du Coq Rouge était un petit bâtiment préfabriqué, ses néons jaunes bourdonnant dans la grisaille du matin. Le parking de gravier était presque vide, seulement la vieille voiture d'Émilie fumante et une dépanneuse qui venait d'arriver. Jacques et Mathieu sortirent de la Bentley. Tous les regards se tournèrent vers le milliardaire en costume taillé sur mesure et son fils en vêtements froissés. Ils entrèrent. La clochette tinta. L'air sentait le café brûlé et l'huile de friture. Émilie et Sophie étaient dans une banquette près de la fenêtre. Émilie parlait au téléphone mural de dos, la voix affolée. Sophie, devant un verre d'eau, semblait minuscule, pâle, épuisée. Elle leva les yeux, son regard croisa celui de Jacques. Elle ne parut pas surprise. Elle l'attendait. Émilie se retourna, vit Jacques et perdit toutes ses couleurs. Elle raccrocha la main tremblante. « Monsieur André, murmura-t-elle, la voiture, nous allions partir. » Émilie dit Jacques doucement. Il s'approcha de la table. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Il s'assit en face avec Mathieu. Le sky rouge du siège était craquelé. Jacques regarda la femme puis l'enfant. Il était venu pour réparer. Mais face à elle, il comprit que c'était lui qui était brisé. « Je suis désolé, dit-il. Les mots grincèrent rouillés d'avoir été trop longtemps tus. Ce que je vous ai fait est impardonnable. J'ai été cruel. J'ai eu tort. » Émilie resta bouche bée. « Votre arrière-grand-père, dit-il, en se tournant vers Sophie et mon père, étaient amis. Des héros. Tu as délivré un message que j'aurais dû entendre toute ma vie. Et je t'ai puni pour cela. » Il sortit de sa veste, non pas un chéquier, mais le petit carnet à couverture de toile fanée. Il le fit glisser vers Sophie. « Il appartient à ta famille. C'est la chose la plus précieuse que possède la mienne. » La petite main de Sophie se posa sur le livre. Émilie poursuivit Jacques d'une voix étranglée. « Je vous demande de revenir, pas comme employé. » Il regarda son fils puis la femme. « Ma maison n'est pas un foyer, ce n'est qu'un bâtiment vide. Mon fils a besoin de bonnes personnes autour de lui. J'en ai besoin moi aussi. »« Monsieur, je ne comprends pas, » balbutia Émilie. « Je vais créer une fondation, » dit Jacques. Les mots venaient à mesure qu'il les croyait justes. Au nom de mon père et de Jean Hayes, la fondation Hayes André, pour aider les familles d'anciens combattants, financer les études de leurs enfants. Il plongea son regard dans celui d'Émilie. « J'ai besoin de quelqu'un pour la diriger, quelqu'un d'intègre qui comprenne ce que signifie porter un fardeau. Cette personne, je voudrais que ce soit vous, avec un nouveau contrat, un nouveau salaire et une nouvelle maison. Pas un logement de fonction, une vraie maison où vous le souhaitez. » Émilie pleurait des larmes silencieuses roulant sur ses joues. « Et toi, Sophie, » dit Jacques en se tournant vers la fillette. « J'ai passé un appel. Il y a une bourse complète qui t'attend à Northwood Prep, la meilleure école du pays, si tu la veux. » Sophie regarda sa mère qui acquiesçait en pleurant. Puis elle regarda Mathieu qui lui adressa un petit signe encourageant. Enfin, elle leva les yeux vers Jacques, ce même regard calme et pénétrant. « Et Mathieu, demanda-t-elle, vous allez quand même l'envoyer dans votre camp. » Jacques regarda son fils. Il sentit s'effondrer la dernière muraille en lui. Il tendit la main et posa ses doigts sur le bras de Mathieu.
Non, dit-il simplement. Mathieu reste. Et il a un nouveau professeur, si elle veut bien de lui. Sophie le fixa un instant. Puis, pour la première fois, un mince sourire effleura ses lèvres. C'est un élève lent, dit-elle, mais je pense qu'il est perfectible. Jacques expira profondément, comme s'il relâchait 30 ans d'air retenu. Il hocha la tête. Robert fait remorquer votre voiture. Elle sera réparée ou remplacée à votre choix. Il se leva les yeux encore humides. Pour l'instant, rentrons à la maison. Quelques semaines plus tard, l'ancien bureau n'était plus le même. Les lourds rideaux avaient été tirés. Les fenêtres grandes ouvertes laissaient entrer la lumière du matin qui faisait danser la poussière en volutes dorées. Jacques-André se tenait sur le seuil. Il ne portait pas de costume, seulement un pull simple. Sur le sol, dans un carré de soleil, Mathieu et Sophie étaient assis face à face. Entre eux reposait un vieux manipulateur de code morse que Jacques avait retrouvé dans le bureau de son père. Mathieu tapait un rythme lent et appliqué. Point trait, point, 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 trait. Sophie écouta, puis répondit d'une séquence plus rapide, plus complexe. Mathieu éclata de rire. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. »« Je sais, » répondit Sophie en souriant. « Je corrigeais ta grammaire. » Jacques les observait. Il n'intervint pas. Il resta simplement là, dans l'encadrement de la porte, écoutant le rythme régulier du tapotement. C'était une langue qu'il comprenait enfin. Ce n'était pas un code de guerre. Ce n'était pas un secret de milliardaire. C'était le son d'une connexion. Le son de deux êtres dans la lumière qui choisissaient de s'écouter. Le son du fait de ne plus être seul. Il tourna les talons et s'éloigna doucement dans le couloir, les laissant en paix. Et c'est ici que nous allons marquer une pause dans l'histoire. J'espère qu'elle vous aura permis quelques minutes durant de vous éloigner un peu du bruit du monde. Dites-moi où vous étiez, en l'écoutant peut-être sur une terrasse, avec une tasse de thé, ou simplement en train de vous détendre avant la nuit. Je lis chaque commentaire. Si vous souhaitez entendre d'autres histoires de comme celle-ci, un like et un abonnement aident bien plus que vous ne l'imaginez. Et si vous avez des impressions, j'aimerais beaucoup les lire. Merci d'avoir passé ce moment avec moi.